Shakespeare, Le Roi Léar in French. Yes. Nice. And you can even watch the fire at the same time. I'm going to first read you the characters because I've never read his story yet. I've heard that it's really exciting. So we have Léar, Roi de la Grande-Bretagne, son of Bladud, auquel il succéda l'an du monde. 3105. I don't know if this is based in the future. You tell me. It says it's based in 3105. So 170 years from now. That's exciting. I didn't know Shakespeare did some science fiction movies, books rather. We've got Anianipus, roi d'une partie de la Gaule, où est aujourd'hui la France. King of the part of Gaul, where is today the France. Le duc de Bourgogne, le duc de Cornouailles, le duc d'Albanie en Écosse. Albania is in Scotland. Well, in 3105, very strange things happened in the world if Albania is now in Scotland. The Count of Gloucester, the Count of Kent, Edgar, son of the Count of Gloucester, Edmond, bâtard du comte de Gloucester. Donc on a le fils du comte de Gloucester, Edgar, et Edmond, le bâtard. Curan, courtisan. A courtisan who's called a curan, as in curing curan. One doctor, the madman of the King Lear, Oswald, surintendant de Goneril. Oh, Goneril. Un capitaine envoyé par Edmond, un écuyer attaché à Cordelia, un héros, un vieillard vassal du comte de Gloucester, un serviteur du duc de Cornouailles, deux serviteurs du comte de Gloucester, Gonorrhea, Rogan, and Cordelia was the daughters du roi Léar. Chevalier de la suite du roi, officier, courrier. They had couriers already. I wonder if they ever delivered in time. Soldat, etc. The scene happens in Great Britain. How exciting! Le roi Léar, acte premier. Vous êtes prêts? Asseyez-vous bien. Scène première, le palais du roi Léar. Le comte de Kent, le comte de Gloucester et son fils naturel, Edmond, entrent sur la scène. Le comte de Kent. J'avais toujours cru le roi plus porté pour le duc d'Albanie que pour le duc de Cornouailles. Le comte de Gloucester. C'est ce qui nous avait toujours paru, mais aujourd'hui, dans le partage qu'ils viennent de faire entre eux et de son royaume, il n'est pas possible de juger lequel de ces deux dieux il estime le plus. Les deux lots sont tellement balancés que le plus scrupuleux examen n'y pourra trouver ni choix ni préférence. Le comte de Kent. N'est-ce pas là votre fils, milord? Le comte de Gloucester. Son éducation a été à ma charge, et j'ai tant de fois rougi de le reconnaître qu'à la fin, mon front devenu d'airain n'en rougit plus maintenant. Le comte de Kent. Je ne vous entends point, le comte de Gloucester. Sa mère m'entendrait mieux, elle. C'est pour m'avoir trop bien entendu qu'elle a vu un fils dans son berceau avant d'avoir un époux dans son lit. Concevez-vous maintenant sa faute? Le comte de Kent. Je ne voudrais pas que cette faute n'eût pas été commise puisqu'elle a produit un si beau fruit. Le comte de Gloucester. J'ai aussi un fils légitime qui est l'aîné de celui-ci de quelques années.
Mais il ne m'est pas plus cher que lui. Ce jeune homme, il est vrai, s'est introduit dans la vie avant qu'il y fût appelé. Mais sa mère était une beauté, et il faut bien avouer le fruit honteux qui en est issu. Edmond, connaissez-vous ce seigneur? Edmond. Non, milord. Le comte de Gloucester. C'est la faute de Kent. C'est le comte de Kent. Souvenez-vous désormais de respecter en lui mon honorable ami. Edmond à Kent. Mes services sont aux ordres de milord. Le comte de Kent. Je dois vous aimer. Je suis jaloux de vous connaître de plus en plus. Edmond. Milord, je mettrai mes soins à mériter votre estime. Le comte de Gloucester. Il a été 9 ans hors du pays, il faudra qu'il s'absente encore. On entend des trompettes. Voilà le roi qui arrive. Scène 2. Les mêmes, le roi Léar, les ducs de Cornouailles et d'Albanie, Gonorrhea, Rogan, Cordelia, suite. Non, Rogan. Gloucester, allez. Non, c'est attends. Liard, comment? Est-ce qu'on a Liard encore ou pas encore? Oui. Non, on n'a pas Liard, c'est un nouveau là. Liard. Gloucester, allez accompagner le roi de France et le duc de Bourgogne. Le roi de Gloucester, le comte de Gloucester. Je vais vous obéir, mon souverain. Il sort. Liard. Nous, cependant, nous allons manifester ici nos plus secrètes résolutions. Qu'on place la carte sous mes yeux. Sachez que nous avons divisé notre royaume en 3 parts. Des motifs qui nous déterminent le premier est de soulager notre vieillesse du poids des affaires et des soins publics, pour le déposer sur du tête plus jeune et plus forte, tandis que nous, allégés de ce fardeau, nous nous traînerons en paix vers notre tombeau. Cornouailles, mon fils, et vous, duc d'Albanie, qui n'aimez pas moins votre père, votre volonté décidée à assigner publiquement en ce jour à chacune de nos filles sa dot, afin de prévenir par là tout débat dans l'avenir. Les princes de France et de Bourgogne, rivaux illustres de la recherche de notre plus jeune fille, ont fait long séjour à notre cour où les retient l'amour. Il faut enfin répondre à leurs demandes. Parlez, mes filles, puisque nous avons résolu d'abdiquer en cet instant même les rênes du gouvernement, de remettre entre vos mains les droits de nos domaines et les soins de l'État. Dites-moi quelle est celle de vous dont son père pourra se vanter d'être le plus aimé. Notre bienveillance versera ses plus riches dons sur celle dont le bon naturel et la reconnaissance les méritera le plus. Vous, Gonorrhea, notre aînée, répondez la première. Gonorrhea. Je vous aime, Seigneur, plus tendrement que je n'aime la vue de la lumière, l'espace et la liberté, au-delà de tout ce que le monde possède de plus riche et de plus rare. Je vous aime autant qu'on peut aimer la vie, ornée de la santé, de la beauté, de tous les honneurs et de tous les dons. Je vous aime autant que jamais un enfant est aimé ou qu'un père ait cru l'être. Je vous aime enfin d'un amour que la voix et les paroles ne peuvent rendre. Il est au-dessus de toute expression. Cordelia à part. Que pourra Cordelia aimer et se taire? Léar, tenant la carte de son royaume. De toute cette enceinte, depuis cette ligne jusqu'à cette limite, tout ce qu'elle renferme, ces forêts épaisses et tous les vassaux dont elles sont peuplées, ces rivières qui portent l'abondance et ces vastes prairies, nous t'en faisons souveraine. Qu'il soit ton bien et l'héritage perpétuel des enfants qui naîtront de toi et du duc d'Albanie. Que répond notre seconde fille, notre chère Rogan, l'épouse de Cornouailles,
Parlez, Rogan. Je suis formée des mêmes éléments que ma sœur et je mesure mon prix sur le sien dans la sincérité de mon cœur. Je trouve qu'elle a défini avec vérité l'amour que je sens pour vous, mon père. Seulement, elle n'a pas été assez loin, car moi, je me déclare ennemie de tous les plaisirs que peuvent donner la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, les sens les plus précieux. Et je ne trouve ma félicité que dans un sentiment unique. Dans le tendre amour que j'ai pour votre Altesse. Cornélia à part. Que te reste-t-il d'un pauvre Cornélia? Pauvre non, car je suis sûre que mon cœur sent plus d'amour que ma langue n'a de force pour le vanter. Léar à Regan. Toi et ta postérité reçois en dot héréditaire cette vaste portion de notre royaume. Elle ne le cède point en étendue, en valeur, en agrément à celle dont j'ai fait don à Gonoréa. À présent, ma cadette, toi qui fis éprouver à ton père le dernier transport de joie, mais non pas le moins tendre, toi dont les vignobles de France et le nectar de la Bourgogne recherchent et ambitionnent, les jeunes amours, qu'as-tu à répondre pour recueillir un troisième lot, plus riche encore que celui de tes sœurs? Parle. Cordelia, d'un air timide et modeste. Rien, Seigneur. Léar, surpris et étonné. Rien. Cordelia. Rien. Léar commença à se courroucer. Rien dans la bouche, rien dans le cœur? Explique-toi. Cordelia. Malheureuse que je suis, je ne puis élever mon cœur jusque sur mes lèvres. J'aime votre grandeur autant que je le dois, ni plus ni moins. Léar. Comment, Cordelia? Corrige un peu ta réponse si tu ne veux ruiner ta fortune. Cordelia. Mon père, mon bon père, vous m'avez donné le jour, vous m'avez nourri, vous m'avez aimé. En retour, je vous rends tous les sentiments, toute la reconnaissance que le devoir m'impose. Je vous suis soumise, je vous aime et je vous respecte sans réserve. Mais pourquoi mes sœurs ont-elles des époux si elles disent qu'elles vous aiment de tout leur amour? Peut-être quand je me marierai, moi, que l'époux de la main recevra ma foi, emportera avec lui la moitié de ma tendresse, la moitié de mes soins et de mes devoirs. Sûrement, je ne me marierai jamais comme mes sœurs, pour donner à mon père tout mon amour. Léar. Mais ton cœur est-il d'accord avec tes paroles? Cordelia. Oui, mon père. Léar. Quoi? Si jeune et si peu tendre. Cordelia. Oui, mon père, jeune et vrai. Léar en fureur. À la bonne heure, eh bien, prends la vérité pour ta dot, car par les rayons sacrés du soleil, par les sombres mystères d'Hécate et de la nuit, par toutes les influences de ces globes célestes par qui nous continuons, ou cessons d'être, j'abjure ici tous mes sentiments paternels, je romps tous les liens de la nature et du sang, et je te déclare pour jamais étrangère à mon cœur et à moi. Tu n'es plus ma fille. Le comte de Kent. C'était lequel celui-là? Attends, il faut que je regarde. Le comte de Kent, c'est le premier. C'était quoi la voix du comte de Kent? Mon digne souverain, Léar. Taisez-vous, Kent. Ne vous jetez point entre le lion et sa fureur. Je l'ai tendrement aimé, et j'espérais confier le repos de mes vieux jours aux soins de sa tendresse. À Cordelia. Sors et disparais de ma présence, que le tombeau soit pour moi un asile de paix, comme il est vrai que je retire d'elle en ce moment le cœur d'un père, qu'on fasse venir le prince de France et Montbiton et le duc de Bourgogne.
Vous, Cornouailles, et vous, le duc d'Albanie, partagez entre vous le 3e lot et qu'il soit ajouté à la dot de mes deux filles. Que l'orgueil qu'elles nous donnent ici pour de l'ingénuité lui tienne lieu d'époux. Je vous investis tous deux de ma puissance, de ma souveraineté, de la foule de prérogatives qui suivent la majesté. Nous et 100 chevaliers que je me réserve auprès de ma personne, qui sont entretenus à vos frais, nous vivrons alternativement à vos deux cours, changeant chaque mois de séjour de l'une à l'autre. Je ne retiens pour moi que le nom de roi et les honneurs qui y sont attachés. L'autorité, les revenus et l'administration de l'Empire sont à vous, mes enfants. Et pour ratifier ce contrat, prenez ma couronne. Il leur donne la couronne. Et la partagez entre vous deux. It's very exciting, isn't it? I love it. Really like King Lear. It's very exciting to read. If only I could remember the voices of the various counts. Le comte de Kent. Kent, c'est le premier que j'ai lu. C'est ça. Illustre Léa, vous que j'ai toujours honoré comme mon roi, toujours aimé comme mon père, suivi comme mon maître, vous que dans mes prières j'ai imploré sans cesse comme mon ange tutélaire. Léa. L'arc est bandé et sa corde tendue, évitez le trait. Le comte de Kent. Qu'il tombe sur moi, car la pointe devra s'enfoncer dans mon cœur. Kent oublie les bienséances quand il voit son roi devenir insensé. Vieillard, que prétends-tu? Espères-tu que la crainte imposera silence au devoir? Lorsque je te vois séduit par de vaines paroles et immoler ta puissance à la flatterie, l'honneur doit la vérité au roi, quand la majesté tombe dans la démence. Garde ta souveraineté. Prépare par un jugement plus réfléchi ta monstrueuse imprudence. Je te réponds sur ma tête que ta plus jeune fille n'est pas celle qui t'aime le moins. Un son de voix timide et modeste n'est pas ordinairement l'écho d'un cœur vide et insensible. Léa. Sur ta vie, arrête-toi. Le comte de Kent. Je n'ai jamais regardé ma vie que comme un gage si consigné pour toi, contre tes ennemis, et je ne craindrai jamais de la perdre quand ta sûreté y sera intéressée. Léa en colère. Disparais de ma vue. Le comte de Kent. Digne Léa, cherche à mieux voir. Souffre devant toi un homme vrai. Léa. Par les dieux. Le comte de Kent. C'est maintenant, ô mon roi, que tu jures tes dieux en vain. Léar se mettait la main sur son épée. Sujet rebelle, parjure. Les ducs d'Albanie et de Cornouailles. Cher souverain, arrêtez. Le comte de Kent. Donne, si tu veux, la mort à ton médecin, mais du moins emploie à guérir ton mal funeste le salaire que tu lui aurais donné. Révoque ton décret de partage, ou tant que ma bouche pourra trouver une voix, je te dirai que tu fais mal. Léa. Rebelle, écoute, tu as tenté de nous faire violer notre serment, ce que nous n'avons encore jamais osé. Jamais osé. Par un orgueil obstiné, tu as cherché à t'interposer entre notre arrêt et son exécution. De ces deux excès, notre caractère et notre rang ne peuvent endurer le premier, et toute notre puissance ne pourrait pas légitimer le second. Reçois donc ton salaire. Nous t'assignons des provisions pour te nourrir 5 jours et te mettre à l'abri des désastres de la vie. Mais le 6e, je t'ordonne de tourner à notre royaume ton dos détesté. Et si, le 10e, ton corps proscrit est trouvé dans l'enceinte de notre domaine, de nos domaines, ce moment sera celui de ta mort. Disparais par Jupiter! Cet arrêt ne sera pas révoqué. Le comte de Kent. Roi, sois heureux. Adieu, puisque tu veux te conduire ainsi. La liberté est loin de ta présence et l'exil est ici. À Cordelia.
Jeune fille, que les dieux te prennent sous leur tendre protection, toi qui penses avec justesse et qui as parlé avec sagesse aux deux sœurs. Vous, puissent vos actions répondre à l'emphase phase de vos discours et vos protestations de tendresse se justifier par les effets. C'est ainsi, prince, que Kent vous a fait à tous ses adieux. Il va porter sa vieillesse dans une nouvelle patrie et se plier à son âge à d'autres mœurs. Il sort. Scène 3. Je voulais regarder quelque chose, je ne me souviens plus le nom des époux des deux filles. Alors, où c'est que c'est? Duc d'Albany et Cornouailles. Donc, Duc d'Albany et Cornouailles, ce sont les époux des deux autres. Et puis Kent et... C'est qui les premiers là? Gloucester. Gloucester, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quel est son rôle là dans tout ça. Il ne dit pas grand-chose, Gloucester. Hein, il est tranquille, Gloucester. Scène 3. Are you ready for scene number 3? It's exciting, isn't it? Shakespeare. Les mêmes, le comte de Gloucester, qui revient avec Aganippus. Aganiple, le duc de Bourgogne et leur suite. Aganippus, c'est marrant, hein? Le comte de Gloucester. Mon noble souverain, voici les princes de France et de Bourgogne. Léar. Mon duc de Bourgogne, c'est à vous que nous adressons le premier la parole. Vous qui vous êtes déclaré le rival du roi de France de la recherche de notre fille. Quelle dot exigez-vous avec sa personne? Quel refus arrêterait vos poursuites amoureuses? Le duc de Bourgogne. Noble roi, je ne demande rien de plus que ce que votre Altesse a elle-même offert, et vous ne voudrez sûrement pas retrancher rien à vos offres. Léar. Noble duc de Bourgogne, tant qu'elle nous fut chère, nous l'estimions digne de cette dot, mais aujourd'hui elle est bien déchue de son prix. Seigneur, la voilà devant vous. Si quelque partie de sa mince personne ou sa personne entière avec notre aversion par-dessus le marché, peut vous convenir et vous plaire sans rien de plus, la voilà, elle est à vous. Le duc de Bourgogne. Je ne sais que répondre, Léar. Voulez-vous la prendre avec les disgrâces attachées à elle? Déshéritée de mon amitié tout récemment adoptée par ma haine, dotée de ma malédiction et proscrite de ma famille par un serment inviolable, ou la laisser? Le duc de Bourgogne. Pardonnez-moi, grand roi, mais un choix ne se détermine pas sur de pareilles conditions. L-R-E-A. Ah, ça doit être Léar qui est mal écrit là. Eh bien, prince, laissez-la, car par la puissance qui m'a formé, je viens de vous exposer toute sa fortune au roi de France. Pour vous, grand roi, je ne voudrais pas que votre amour vous aveuglât au point d'épouser l'objet que je hais. Ainsi, je vous en conjure, tournez votre inclination vers quelque autre objet qui s'en soit plus digne qu'une malheureuse que la nature elle-même rougit d'avouer. Aganippus. Ceci me paraît bien étrange que celle qui naguère encore était votre fille préférée, le sujet de vos louanges, le charme de votre vieillesse, la plus chère et la plus estimée, et puis dans un rapide instant commettre une action assez monstrueuse pour mériter de se voir dépouillée jusqu'à la nudité de tous les dons dont votre tendresse l'avait revêtue. Sûrement, son offense doit être d'un genre contre nature,
un prodige d'atrocité, ou bien l'affection que vous lui aviez si devant solennellement assurée s'est étrangement pervertie. Et croire qu'elle d'elle ce prodige, c'est un fait surnaturel qui répugne à ma raison, et que sans un miracle je ne croirais jamais. Cordelia à son père. Je vous demande une dernière grâce à votre Altesse. J'avoue que je n'ai point ce langage onctueux, cet art de prodiguer les paroles sans dessein d'effectuer. Ce que j'ai résolu, je le fais avant d'en parler. Mais daignez déclarer que si je perds vos bonnes grâces et votre amitié, ce n'est pas que je sois souillé d'aucun crime, d'aucun vice, que j'ai déshonoré mon sexe par aucune bassesse, ni par aucune action indigne de moi, et que toute ma faute est de ne pas avoir, cette privation fait ma richesse, un œil avide qui mendie sans cesse et une langue que je suis loin d'envier, quoiqu'il m'en coûte la perte de votre tendresse. Léar. Il vaudrait mieux pour toi n'être jamais né que de m'avoir ainsi déplu. En public, nous dirons. Aganippus. N'y a-t-il que ce reproche, un caractère avare de parole, mais qui, sans parler, agit, qui sans parler agit. Duc de Bourgogne, quelle réponse faites-vous à cette princesse? L'amour n'est plus amour dès qu'il s'y mêle des considérations étrangères. De frivoles intérêts ne sont point son véritable objet. Parlez, voulez-vous, la prendre pour épouse? Elle est elle-même sa dot. Le duc de Bourgogne à Léar. Grand roi, donnez-moi seulement la part que vous aviez d'abord offerte de vous-même. Et ici, à l'instant même, je prends la main de Cordelia et la salue, duchesse de Bourgogne. Léar. Rien, je l'ai juré. Le duc de Bourgogne à Cordelia. Je suis vraiment fâché qu'en perdant tout à fait le cœur d'un père, il vous faille aussi perdre un époux. Eh bien, il aime les sous, celui-là. Hein. Cordelia. Que la paix accompagne le duc de Bourgogne, puisque ses considérations de fortune forment tout son amour. Je ne serai point son épouse. Aganippus. Belle Cordelia, sans fortune, vous n'en êtes que plus riche à mes yeux. Plus on vous délaisse, plus vous devenez un choix précieux. Plus on vous dédaigne, plus vous êtes aimé. Je m'empare ici de votre personne et de votre vertu, qu'il me soit permis de prendre pour moi le trésor qu'on rejette. Dieu, Dieu, par un contraste étrange, leur froideur et leur dédain ne font qu'enflammer davantage mon amour et l'exalter jusqu'à l'adoration. Roi, ta fille est sans dot, et jetée comme à l'abandon et au hasard de mon choix, et ma reine, la reine de mes sujets et de notre belle France. Tous les ducs de l'humide Bourgogne ne rachèteraient pas de moi cette fille rare et inappréciable. Cordelia, faites-leur vos adieux, quoiqu'ils vous aient maltraité. Vous avez où retrouver plus? Vous avez où retrouver plus que vous ne perdez ici? Ça ne fait pas de sens, cette phrase-là. Quoiqu'il vous ait maltraité, vous avez où retrouver, avec un accent, où retrouver plus que vous ne perdez ici. Bon. Léar. Elle est à toi, roi de France, prends-la tout entière. Moi, je n'ai pas de fille de cette espèce, et jamais mes yeux ne reverront une seule fois son visage. Ainsi, pars de notre cour, sans nos bonnes grâces, sans notre amitié, sans notre bénédiction. Venez, mon noble duc de Bourgogne. Léar et le duc de Bourgogne sortent ensemble au son des trompettes. Scène 4. Is anybody saying anything? Are you commenting? Oh, you are. Lovely, lovely. Okay. Scène 2. Scène 4, rather. How long is that?
Look, it's that. Acte 4, scène 3. Excuse me. It's long like that, and so far I've read that much. I rather like it. I thought it was fucking boring earlier when I had a look at it. I thought, fucking hell. Look at those long paragraphs. Haven't they got anything else to do but talk? But actually, it's very interesting. Well, I didn't think I would say that of Shakespeare one day. I'm looking for the marque-page. Oh, le voilà. Oh, look, it's broken. Do you want to know how old this book is? I will read Acte 4. I will read on to the next act. When is it published, this? 1876. And guess what? My brother found this. Don't lose your page. Scène 4. Où c'est qu'on était? Scène 4. He found it in the bin in France. I couldn't believe it. Such a gorgeous little book in the bin. And I've got another one as well. It's a bit hard to read because it's rather dark in this room. So, are you enjoying it? The fire is not doing very well. I'm starting to take up the accent I was using for the characters. I must be careful, or I'll sound like them. And my table is a bit wobbly as well. Now, this is nice for a live, isn't it? You didn't expect that, did you? What would be good if I could find out a bit more about the characters, so I could, take a suitable voice. I don't know who Agnanipus is. Let's have a look back at the characters at the front. Un roi d'une partie de la Gaule, oui, aujourd'hui la France. Ah, si. So Aganipus, il est. Aganipus is the one who's king of some part of France. It wasn't called France at the time. So Alban et Cornouailles, c'est les maris. Bourgogne, he doesn't want the girl anymore, the princess. Count of Kent, he sounds a nice man, but he's been repudiated and told not to bag off. What do you think? Oh no, you missed the start of the story. What a pity. It was really good. I've read so far Act 1, Scene 1, 2, and 3, and this is now Act 4. So what's happened so far? We entered the book with two characters. Oh, that sounds nice. An appointment with chicken turds. We've had the Count of Kent and Gloucester talk about the husbands, I think, of the two Gonorrhea and what she called Rogue Anne. And then the King Lear asked everybody, all his daughters, to tell him how much they love him, so he can give them some monies and some land. And then the young one, Cornelia,
not lied like the other two, but been honest, and now she's been disinherited, and Agnyanepus is offered to marry her. So Agnyanepus is a king from some part of France. Now, I'll carry on. Scène 4. Oh no, look. Oh no, Act 2 confused, thank God for that. Look, there's all this to read. That's nearly 3 times as much as I've read to get to second act in French. Donc, scène 4, we've got Agnyanepus, Cordelia, Rogue-Anne et Gonorrhea. Agnyanepus. Faites vos adieux à vos sœurs. Faites vos adieux à vos sœurs. Cordelia. Vous, les favorites de mon père, Cordelia vous quitte les yeux pleins de larmes. Je vous connais bien et je sais ce que vous êtes. Mais je suis votre sœur et je sens une répugnance extrême à nommer vos défauts par leur vrai nom. Aimez bien notre père. Je recommande sa vieillesse à votre sein, si fécond en protestation. Mais, hélas, si j'étais encore dans ses bonnes grâces, je voudrais lui donner un meilleur asile. Adieu à toutes les deux. Rogue-Anne. Ne nous prescrivez pas notre devoir. Gonorrhea. Songez plutôt à contenter votre époux qui, par pitié, daigne vous prendre sans fortune et vous sauver de la mendicité. Vous avez manqué d'obéissance et vous méritez que votre époux vous rende l'indifférence que vous avez montrée pour votre père. Cordelia. Le temps développera les replis où la ruse s'enveloppe et se cache. Les fautes qu'il voile d'abord, il les démasque à la fin et les livre à la honte. Puissiez-vous prospérer. Agnyanepus. Venez, ma belle Cordelia. Agnyanepus et Cordelia sortent. Scène 5. Gonorrhea, Rogue-Anne qui sont restés. Gonorrhea. Ma sœur, j'ai bien des choses à vous dire sur un point qui nous touche de près toutes les deux. Je crois que mon père doit partir d'ici ce soir. Regan, Rogue-Anne. Rien n'est plus certain, il va vivre chez vous, et le mois prochain ce sera mon tour. Gonorrhea. Vous voyez à combien de caprices sa vieillesse est sujette. Nous venons d'en avoir sous les yeux une preuve bien forte. Notre cadette était celle qu'il avait toujours la plus aimée. Vous avez vu comme il vient de la bannir de son cœur et de sa maison. L'imbécilité de son jugement est visible. Rogue-Anne. C'est la faiblesse de l'âge. Ce patin, il ne s'est jamais trop bien connu lui-même. Gonorrhea. Les plus belles, les plus mûres années de sa vie n'ont été qu'inconséquences et bizarreries. Il faut donc nous attendre qu'aux défauts invétérés de son caractère naturel, l'âge va rejoindre encore les comportements de l'humeur fâcheuse qu'amène avec elle l'infirme et colère vieillesse. Regan. Il y a toute apparence que nous aurons à essuyer de lui quelques boutades pareilles à celle qui lui a fait bannir Kent. Gonorrhea. Il reste encore des cérémonies, des formalités à remplir entre le roi de France et lui. Si mon père, avec le caractère que nous lui connaissons, veut retenir l'autorité, cet abandon qu'il nous vient de faire ne sera qu'une source d'affront pour nous. Rogue-Anne. Nous y réfléchirons plus sérieusement. Gonorrhea. Il nous faut prendre certaines mesures, quelques mesures, et profiter de ces derniers premiers moments de chaleur. Elles sortent. Scène 5, 6. Le théâtre change et représente un château qui appartient au comte de Gloucester. The theatre changes and now represents a castle which belongs to the Count of Gloucester. Edmond paraît tenant une lettre. Edmond is the do you call it in English? The not allowed son of the Duke of Gloucester or Count or something. Edmond parent tenant une lettre. Nature, tu es ma divinité suprême, c'est à toi que sont voués mes services. Pourquoi ramperais-je dans la route de la coutume et permettrais-je aux conventions arbitraires des nations de me priver de mon héritage parce que je suis venu plus tard que mon frère de 12 ou 14 lunes?
Pourquoi ce nom de bâtard? Pourquoi suis-je ignoble? Lorsque les proportions de mon cœur sont aussi bien, de mon corps sont aussi bien formées, mon âme aussi noble et ma stature aussi parfaite que si j'étais née d'une honnête matrone. Pourquoi me flétrissent-ils des noms injurieux, d'illégitimes, d'ignobles, de bâtards? Ignoble, moi, qui dans l'acte vigoureux et clandestin de la nature ai reçu une substance plus abondante et des éléments plus forts que n'en peut fournir un couple épuisé qui va dans une couche insipide et languissante, travailler sans plaisir à la création d'une race d'avortons, engendrée entre le sommeil et le réveil. Oh, bien, mon Elgar légitime, j'aurai ton patrimoine. L'amour de notre commun père appartient au bâtard Edmond comme au légitime Edgar. Légitime, le beau mot. Oui, oui, si cette lettre réussit et que mon invention prospère, l'ignoble Edmond prendra la place du légitime Edgar. Je m'agrandis, je prospère. Maintenant, Dieu, rangez-vous du parti des bâtards. Scène 7. Edmond, le comte de Gloucester, qui entre sans le voir. Le comte de Gloucester. Kent banni de la sorte, et le roi de France quitta cette cour pleine de courroux, et le roi partit de ce soir. Son autorité aliénée, et lui, réduit au vain appareil de la royauté, tout est renversé dans le désordre. Il aperçoit Edmond. Ah, Edmond, eh bien, quelle nouvelle? Edmond, feignant d'être surpris, et cachant précipitamment une lettre dans sa poche. J'ose vous en assurer, Seigneur, aucune. Le comte de Gloucester. Pourquoi tant d'empressement à cacher cette lettre? Edmond. Je n'ai sais aucune nouvelle, Seigneur. Le comte de Gloucester. Quel écrit lisais-tu là? Edmond. Oh, ce n'est rien, Seigneur. Le comte de Gloucester. Rien dis-tu? Et à quoi donc? À quoi bon donc ce mouvement pour le glisser dans ta poche? Si ce n'est rien, il n'est pas besoin de le cacher. Voyons cela. Allons, si ce n'est rien, je n'aurai pas besoin de lunettes. Edmond. Je vous en conjure, Seigneur, excusez-moi, c'est une lettre de mon frère, que je n'ai pas encore lue en entier, mais j'en ai lu assez pour juger qu'elle n'est pas faite pour être mise sous vos yeux. Le comte de Gloucester. Donne-moi cette lettre, Edmond. Je suis sûre de vous déplaire, soit je vous la refuse, soit je vous la donne. Son contenu, autant que j'en puis juger sur ce que j'ai lu, est très blâmable. Le comte de Gloucester. Voyons, voyons. Edmond, lui remettant la lettre. J'espère, pour la justification de mon frère, qu'il n'a écrit cette lettre que pour souder, pour éprouver ma vertu. Le comte de Gloucester lit. Ce respect pour les vieillards et ces lois bizarres établies par le monde empoisonnent la plus belle saison de notre vie. Ils tiennent notre fortune hors de nos mains. Elle ne nous arrive que sur le déclin de l'âge, lorsque nous n'avons plus de faculté pour en jouir. Je commence à me lasser de cette ennuyeuse et folle servitude qui nous tient sous l'oppression de la vieillesse tyrannique dont l'empire est fondé non pas sur sa puissance mais sur notre bassesse qui le souffre. Viens me trouver, je t'en dirai davantage. Si mon père voulait dormir jusqu'à ce que je le réveille, tu jouirais à jamais de la moitié de son revenu et tu vivrais le favori bien-aimé de ton frère Edgar. Oh, mais une conspiration! Dormir jusqu'à ce que je le réveille, tu jouirais de la moitié de son revenu? Mon fils Edgar, il a pu trouver une main pour tracer ses lignes et un cœur pour les dicter. À Edmond. Quand as-tu reçu cette lettre? Qui te l'a apportée? Edmond. Elle ne m'a point été apportée, Seigneur. Voilà la tournure qu'on a prise. Je l'ai trouvée jetée sur la fenêtre de ma chambre. Le comte de Gloucester. Tu connais ses caractères pour être de ton frère, Edmond. S'il n'y avait que du bien, Seigneur, j'oserais jurer que c'est son écriture. Mais d'après ce qu'elle contient, je voudrais bien pouvoir croire qu'elle n'est pas de lui. Le comte de Gloucester. C'est son écriture? Edmond. Oui, c'est sa main, Seigneur, mais j'espère que son cœur n'a
point de part à ce que contient cet écrit. Le duc de Gloucester. Ne t'a-t-il jamais sondé d'après ses vues? Edmond. Jamais, Seigneur. Seulement, je l'ai souvent entendu dire qu'il serait à propos lorsque les enfants sont parvenus à un âge mûr et que les pères commencent à pencher vers leur déclin, que le père devint le pupitre du fils et le fils administrateur des biens du père. Le comte de Gloucester. Ô scélérat! Voilà ce système dans cette lettre. Ô Dieu scélérat, fils dénaturé, homme exécrable, bête féroce, oui, plus féroce que les bêtes sauvages. Va, Edmond, va le chercher. Je veux m'assurer de sa personne. Le monstre abominable, où est-il? Edmond. Je ne sais pas bien où il est, Seigneur. Daignez suspendre votre courroux contre mon frère jusqu'à ce que vous puissiez tirer de sa bouche des preuves plus certaines de ses intentions. Ce serait suivre une marche plus sûre et plus régulière. Au lieu que si, en procédant violemment contre lui, vous veniez à vous méprendre sur ses desseins, cette méprise ferait une plaie profonde à votre honneur et anéantirait le sentiment de l'obéissance dans le cœur de mon frère. J'ose engager ma vie pour lui et garantir qu'il n'a écrit cette lettre que dans la vue d'éprouver mon attachement pour vous et sans autre projet dangereux. Le comte de Gloucester. Le crois-tu, Edmond? Si vous le jugez à propos, je vous placerai en un lieu d'où vous pourrez nous entendre conférer ensemble sur cette lettre et vous satisfaire par vos propres oreilles, et cela pas plus tard que ce soir. Le comte de Gloucester. Il n'est pas possible qu'il soit un pareil monstre. Non. Edmond. Non, sûrement. Le comte de Gloucester. À son père, qu'il aime si tendrement, et sa réserve. Ciel et terre, Edmond, trouve-le, mets-moi à portée de pénétrer son âme, je t'en prie. Arrange les choses selon ta prudence. Je voudrais oublier que je suis père pour porter ici un jugement impartial. Edmond. Je vais chercher à le découvrir dans ce moment. Je conduirai l'affaire suivant les moyens que j'aurai et je vous donnerai connaissance de tout. Le comte de Gloucester. Non, ces derniers éclipses de soleil et de lune ne nous présagent rien de bon. La raison veut les expliquer, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la nature ne se trouve pas moins victime de leurs funestes effets. L'amour se refroidit, l'amitié s'éteint, les frères se divisent. Dans les villes, des révoltes, dans les campagnes, la discorde, dans les palais, la trahison et le nœud qui unit le père et le fils, brisé. Ce scélérat, né de moi, et sous l'influence de la prédiction. Voilà le fils soulevé contre le père. Le roi s'écarte du penchant de la nature. Voilà le père soulevé contre son enfant. Nous avons vu notre meilleur temps. Les machinations, les sourdes trames, les perfidies et tous les désordres les plus funestes s'attachent à nous, et nous poursuivent sans relâche jusqu'à nos tombeaux. Edmond, trouve-moi ce misérable. Tu n'y perdras rien, n'épargne aucun soin. Et Kent aussi, ce noble cœur, noble et loyal, banni, son crime c'est la vertu. Cela est étrange. Il sort. Scène 8. Edmond seul. Attends, est-ce que Gloucester, il n'avait pas une autre voix au début? C'est lui, non? Ah mais oui, il avait une autre voix, Gloucester. Il avait une voix un peu féminine. Ah zut alors. Ok, attends, on regarde le feu là. Donc, voilà Edmond qui est tout seul. Edmond is not very nice, is he? He's using perfidy to get the fortune and the name. To be recognized by his father like a prodigious son, which he is far from being resentful and jealous of his other brother. Sous scène 4, Edmond seul.
Admirez donc le ridicule des hommes de vouloir, car notre fortune souffre et dépérit par notre imprudence, par le dérèglement de notre conduite, accuser de nos maux soleil, il y a une mistype là, accuser de nos maux soleil, la lune et les étoiles, comme si nous étions vicieux et méchants par une inévitable fatalité, insensés par une impulsion céleste, fripons, traîtres et coquins par l'action invincible des sphères, ivrognes, menteurs et adultères par une obéissance forcée aux influences des planètes, et que tout le mal que nous faisons n'arriva que parce que le ciel complice nous y pousse malgré nous. Admirable excuse du débauché qui suborne les femmes d'imputer ses penchants lascifs au changement d'une étoile. D'un ton ironique. Oui, mon père s'arrangea avec ma mère sous l'aspect du dragon, et ma naissance se trouva dominée par la grande ours, en sorte que je devais nécessairement être d'un caractère farouche et enclin à la débauche. Quelle chimère! J'aurais été ce que je suis, quand la plus vierge des étoiles du firmament aurait scintillé sur l'instant de ma conception illégitime. Scène 9. This is the 9th scene now. Edgar paraît. Edmond l'apercevant. Bon, fort à propos, il arrive comme la catastrophe. Dans l'ancienne comédie. Mon humeur est pénétrée de la mélancolie la plus maligne. Elle me fait pousser des soupirs tels qu'en poussent les fous. Oh oui, sans doute ces éclipses nous présageaient ces divisions. Il chante d'un ton goguenard et puis tombe dans une rêverie profonde. Edgar. Edmond, mon frère, dans quelle sérieuse contemplation êtes-vous plongé? Edmond. Mon frère, je rêvais à une prédiction que j'ai lue l'autre jour sur les phénomènes qui devraient suivre ces éclipses. Edgar. Est-ce que vous vous occupez de ces chimères? Edmond. Je vous promets que les effets dont parle ce livre ne s'accomplissent que trop malheureusement. Combien y a-t-il que vous n'avez vu mon père? Edgar. Avant-hier au soir. Edmond. Avez-vous conversé avec lui? Edgar. Oui, 2 heures entières. Edmond. Vous êtes-vous bien quitté? N'avez-vous remarqué en lui aucun signe de mécontentement dans ses paroles ou dans son air? The manipulation. Edgar. Aucun. Edmond. Cherchez avec vous-même en quoi vous avez pu l'offenser. Si vous suivez mon conseil, vous éviterez sa présence jusqu'à ce qu'un intervalle de quelque temps adoucisse la première violence de son courroux. Dans ce moment, il est si furieux que la vue de votre sang l'apaiserait à peine. Edgar. Quel scélérat m'aura nuit dans son esprit? Edmond. Ce sont mes craintes. Je vous en conjure, tenez-vous prudemment écarté des lieux où vous pourriez le rencontrer jusqu'à ce que la fougue de sa colère soit un peu ralentie. Et comme je vous le dis, venez avec moi vous retirer dans mon appartement. Là, je vous mettrai à portée d'entendre mon père parler. Je vous en prie, voilà ma clé. Si vous en sortez, soyez armés. Sortez armés. Edgar. Armé, mon frère? Edmond. Mon frère, je vous avertis de ce que vous avez de mieux à faire. Que je ne sois pas homme d'honneur si l'on vous veut du bien. Je vous ai présenté qu'une faible esquisse de tout ce que j'ai vu et entendu. Et ce n'est rien auprès de l'effrayant tableau de la vérité. De grâce, éloignez-vous. Edgar en sortant. Aurais-je bientôt de vos nouvelles? Edmond. Je vous promets de vous servir dans cette affaire. Oh, he's débauché, Edmond, isn't he? Scène 10. Edmond seul. Un père crédule, un frère généreux, dont le beau naturel est si loin de toute malice qu'il n'en soupçonne aucune dans autrui. Son honnête simplicité se laisse aisément gouverner par mes ruses. Je vois ce que j'ai à faire. Si ma naissance ne m'a pas donné d'héritage, acquérons-en par adresse. Tout moyen m'est bon s'il me mène au succès. Il sort. Scène 11, le palais du duc d'Albanie. Oh là là, il y a tout ça à lire. It's very long, isn't it? Look, shall I skip some pages and see what happens?
at the end, or should I just read quickly and you can just guess what happens? This is in Albania Palace with Gonorrhea and Oswald and his accountant. Gonorrhea. Est-il vrai que mon père a frappé mon écuyer parce qu'il réprimandait son fou? Oswald. Oui, madame. Gonorrhea. Jour et nuit, il me fait des affronts. Il ne passe point d'heure sans tomber dans quelques impertinences grossières, tantôt l'une, tantôt l'autre, qui nous met tous en querelle. Je ne l'endurerai pas. Ces chevaliers deviennent turbulents et mutins, et lui-même, il nous accable de reproches pour la plus légère bagatelle. Il va revenir de la chasse. Je ne veux pas lui parler. Dites-lui que je suis indisposée. Et si vous vous négligez dans votre service auprès de lui, vous ferez fort bien. Je me charge de répondre de vos fautes. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, mon père. Ah, d'accord. Le voilà qui vient, madame. J'entends le bruit qui annonce son retour, dit Oswald. Gonorrhea. Montrez dans votre service toute l'indifférence, tous les dégoûts que vous voudrez, vous et vos confrères. Je voudrais bien vraiment que l'on osât s'en plaindre. S'il le trouve mauvais, qu'il aille chez ma sœur. Son intention, je le sais, et la mienne, s'accordent parfaitement en ce point. Nous ne voulons pas être maîtrisés. Un inutile et capricieux vieillard qui voudrait encore donner tous les ordres de l'autorité dont il s'est dépouillé lui-même. Sur mon honneur, ces vieux radoteurs deviennent des enfants et il faut les mener par la rigueur quand on voit qu'on perd en vain ses caresses. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Oswald. Je m'en souviendrai, madame. Gonorrhea. Et traitez-moi ces chevaliers avec plus de froideur, peu importe ce que pourra leur arriver. Prévenez-en vos camarades, je vais tout à l'heure écrire à ma sœur et lui recommander la même conduite. Allez préparer le dîner. Ils sortent. Scène 12. La scène représente une place devant le palais. Entre le comte de Kent déguisé. So we now have the Count of Kent who comes in the palace in disguise. Oh, that's exciting. Le comte de Kent. Si je puis réussir de même à emprunter un autre accent de voix et traîner mes paroles, peut-être mon honnête intention atteindra-t-elle au but pour lequel j'ai défiguré tous mes traits. Maintenant, sujet fidèle et banni, si tu peux rendre service dans les lieux mêmes où tu fus condamné, le maître que tu aimes pourra se convaincre à la fin que tu auras bien travaillé pour ses intérêts. On entend des corps. Le roi Léar paraît avec ses chevaliers et sa suite. Léar à ses gens. Qu'on ne me fasse pas attendre le dîner une seule minute, allez, et qu'il soit bientôt prêt. Aperceva le comte de Kent. Qui es-tu, toi? Le comte de Kent. Un homme, seigneur. Léar. Quelle est ta profession? Que veux-tu de nous? Le comte de Kent. Ma profession est d'être en effet tout ce que je parais, de servir fidèlement celui qui me donnera sa confiance, d'aimer l'homme qui est honnête, de converser avec celui qui est sage, de parler peu, de redouter les jugements, de combattre quand la nécessité m'y force, et de ne point manger de poisson. Léar. Qui es-tu? Le comte de Kent. Vraiment un bon et honnête homme, aussi pauvre que le roi. Léar. Si tu es aussi pauvre pour un sujet qu'il l'est pour un roi, tu n'es pas riche. Que veux-tu? Le comte de Kent. Du service. Léar. Qui veux-tu servir? Le comte de Kent. Vous. Léar. Me connais-tu? Le comte de Kent. Non, seigneur, mais vous avez dans votre physionomie un certain caractère qui me fait désirer de vous appeler mon maître. Léar. Quel est ce caractère? Comte de Kent. Un air de grandeur et de majesté. Léar. De quel service es-tu capable? Comte de Kent. Je suis en état de garder d'honnêtes secrets, de courir à cheval, à pied, de gâter une histoire curieuse en la racontant, et de rendre un message facile tout uniment et sans façon,
Je suis bon pour tous les emplois dont les hommes ordinaires sont capables et ma première qualité, c'est la diligence. Léar. Quel âge as-tu? Le comte de Kent. Je ne suis pas assez jeune, Seigneur, pour m'amouracher d'une femme sur sa belle voie, ni assez vieux encore pour radoter d'amour. J'ai sur la tête quelques 48 ans. Léar. Suis-moi, je te prends à mon service. Si après le dîner tu ne me déplais pas plus qu'en ce moment, je ne te congédierai pas encore. Congédierai pas encore. Le dîner, oh là, le dîner. Où est mon fou, comte de Kent? Va et m'amène mon fou ici. À l'intendant qui paraît ne fait que passer. Vous, l'ami, où est ma fille? Oswald. Avec votre permission. Il disparaît. Léar a un de ses chevaliers. Que dit cet homme en passant? Rappelez-moi ce lourdeau. Où est mon fou? Oh là, je crois que tout dort ici. Eh bien, où va donc cet insolent? Le chevalier revenant. Il dit, Seigneur, que votre fille n'est pas en bonne santé. Léar. Pourquoi cet esclave n'est-il pas revenu sur ses pas quand je l'ai appelé? Chevalier. Seigneur, il m'a déclaré très lestement qu'il ne le voulait pas. Léar avec indignation. Qu'il ne le voulait pas? Le chevalier. Seigneur, je ne sais pas quelle en est la raison, mais à mon avis, votre Altesse n'est pas accueillie avec cette politesse affectueuse qu'on avait coutume de vous montrer. Le zèle et l'amitié sont ici bien refroidis, et ce changement se fait remarquer dans tous les gens de la maison, comme dans le duc lui-même et dans votre fille. Léar. Bon, crois-tu ce que tu dis? Le chevalier. Je vous prie de me pardonner, Seigneur, si je vois mal, mais mon devoir ne peut garder le silence quand je vois votre Altesse offensée. Léar. Tu me rappelles là une idée que j'avais déjà conçue pour moi-même. Je me suis aperçue depuis peu d'un excès de négligence et de froideur. Mais je m'étais reproché ce soupçon comme l'effet d'une imagination trop ombrageuse, et je n'ai pas voulu prendre cette négligence apparente pour un signe d'impolitesse et de froideur préméditée. J'y ferai attention. Mais où donc, mon fou? Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Le chevalier. Depuis que ma jeune maîtresse est partie pour la France, Seigneur, votre fou a beaucoup gémi à l'écart. Léar. Brisons là-dessus. Je m'en suis bien aperçu, au chevalier. Allez, dites à ma fille que je veux lui parler. Vous, allez me chercher mon fou, à l'intendant qui est paré. Ah, c'est vous l'ami, approchez. Qui suis-je, s'il vous plaît? Oswald. Le père de ma maîtresse. Léar courroucé. Le père de Milady? Va aller, fripon de Milord. Comment, misérable, vil esclave. Oswald. Je ne suis rien de tout cela, je vous demande pardon, Seigneur. Léar. Tes regards vont osent croiser les miens. Insolent. Il frappe. Oswald. Oswald. Je ne me laisserai pas battre, Seigneur. Il just slapped him, or hit him or something. Le comte de Kent. Ni terrassé non plus, sans doute, vil joueur de ballon. Il le terrasse et le maltraite. Léar. Je te rends grâce, ami. Tu me sers bien et je t'aimerai. Le comte de Kent à Oswald. Allons, relève-toi, sors d'ici, je t'apprendrai les égards. Va-t'en, si tu ne veux prendre encore sur le pavé la mesure de ta lourde personne. Allons, sors d'ici. Seras-tu sage? Je te le conseille. Il pousse l'intendant dehors. Léar. Allons, bon serviteur, tu me sers un ami. Je te remercie, tu m'as donné là des arts de ton zèle et de ton attachement. Scène 13, les mêmes, le fou à Léar. Laisse-moi le prendre aussi à mes gages, comte de Kent. Tiens, voilà mon bonnet de fou, il le lui présente. Léar. Eh bien, mon cher enfant, comment t'en vas? Le fou au comte de Kent. Tu ferais bien de prendre mon bonnet de fou, le comte de Kent. Pourquoi, mon enfant? Le fou. Pourquoi? Parce que tu t'attaches au service d'un homme tombé de la disgrâce. Du côté d'où le vent souffle, tu n'as pas de beaux jours à espérer, toi, qui ne sais pas flatter et sourire à la faveur
Tu ne feras pas fortune au service de ton nouveau maître. Allons, prends mon bonnet, te dis-je. Eh oui, montra Léar. Cet homme a banni de lui pour jamais 2 de ses filles et a rendu la 3e heureuse, bien malgré lui. Si tu t'attaches à ses pas, il faut que tu portes mon bonnet, à Léar. Mon oncle, je voudrais avoir 2 bonnets de fou et de fille. Léar, la raison, mon enfant, le fou. Si je leur abandonne tout mon revenu, je garderai mon bonnet pour moi-même. Voilà le mien, demande le second à tes filles. Léar. Prends garde d'être châtié, le fou. La vérité est le chien de garde qu'on renvoie à sa loge et dont le sort est d'être chassé à coups de fouet, tandis que la Diane favorite peut à son aise tenir le coin du feu et importuner son maître. Léar. C'est un trait pénétrant qu'il me décoche là. Le fou au comte de Kent. Ami, je veux t'enseigner un couplet de belles sentences, Léar. Allons, voyons. Le fou à Léar. Écoute bien, oncle. Et plus que tu ne parais avoir, parle moins que tu ne sais, prête moins que tu n'as, va plus à cheval qu'à pied, apprends plus de choses que tu n'en crois, parle moins sous la main d'autrui que sous la tienne, quitte ton verre et ta catin, et tiens-toi quoi dans ta maison, et tu gagneras alors plus de 20 pour 20. Le comte de Kent. Tout ce verbiage ne signifie rien. Fou, le fou. C'est en ce cas la barranque d'un avocat sans salaire. Tu ne m'as rien donné pour cela. Est-ce que tu ne veux pas de rien faire quelque chose, oncle? Léar. Quoi? Non, certes, mon enfant. On ne peut rien faire de mieux. Le fou au comte de Kent. Je t'en prie, dis-lui que c'est là justement le motif net du revenu de ces terres. Dis-lui, toi, il n'en voudrait pas croire un fou. Léar. Tu es un fou bien mordant, le fou. C'est une oncle la différence qu'il y a entre un fou mordant et un fou doucereux? Léar. Non, mon enfant, apprends-la moi, le fou. Ce lord qui t'a conseillé de te dépouiller de tes domaines, eh bien, place-le ici près de moi, et toi prends sa place. Le fou mordant et le fou doucereux paraîtront aussitôt devant toi. L'un sera ici en habit bigarré, et on trouvera l'autre là. Léar. Est-ce que tu m'appelles fou, mon enfant? Le fou. Tu as cédé tous les autres titres que t'avait donné ta naissance. Le comte de Kent. Ce qu'il dit là, Seigneur, n'est pas tout à fait d'un fou. Le fou. Non, en vérité, les lords et les grands personnages de ce temps ne veulent pas me laisser toute la folie à moi seul. Si je laissais mon monopole de la folie, ils voudraient en avoir leur part, et les dames aussi. Donne-moi un œuf, oncle, et je te donnerai 2 couronnes. Léar. Quelles sont ces 2 couronnes que tu me donneras? Le fou. Oui, sûrement, après que j'aurai coupé la coquille par le milieu et avalé l'œuf qui est dedans, je te donnerai les 2 couronnes de l'œuf. Lorsque tu as fendu ta couronne par le milieu et que tu as donné à droite et à gauche les 2 moitiés, tu as porté ton âne sur ton dos, au travers de la fange. Tu n'avais guère de cervelle dans la méchante couronne de ton crâne lorsque tu as donné ta couronne d'or. Si je parle ici en fou, comme punisse celui qui s'en apercevra le premier. Il chante. Jamais les fous non plus n'ont moins de vagues que jamais les fous non plus. Jamais les fous n'ont eu moins de vogue que cette année, car les sages ont pris leur place, à voir leur peu de cervelle et leurs extravagances. Ils sont autant de singes que de fous. Ils sont autant de singes des fous. Léar. Et depuis quand es-tu si bien fourni de chansons? Le fou. C'est oncle, depuis que tes filles tu en as fait tes mères, car tu leur as mis ton sceptre dans la main, comme une verge pour te maltraiter, et que tu as toi-même présenté ton dos à leur cou. Ils chantent. Alors de joie soudaine elles ont pleuré, et moi de douleur j'en ai chanté tristement. Et voyant un tel roi retomber dans l'enfance et se rabaisser lui-même au rang des fous. Je t'en prie, oncle, prends un maître qui puisse enseigner à ton fou à mentir. Je serai bien aise d'apprendre à mentir. Léar. Si tu mens, petit vaurien, je te ferai châtier. Le fou. J'admire comme vous êtes du même sang, tes filles et toi. Elles veulent qu'on me châtie pour avoir dit la vérité, et toi, tu veux qu'on me châtie pour avoir menti.
Et quelquefois encore, je suis châtiée pour n'avoir rien dit. J'aimerais mieux être tout autre chose qu'un fou, et cependant, je ne voudrais pas être toi, oncle. Tu as coupé ton empire en deux, et tu n'as rien laissé pour toi dans le milieu. Apercevant Gonorrhea. Tiens, voici une des rognures. Scène 14. Les mêmes Gonorrhea. Léar. Eh bien, ma fille, d'où vient sur ton front ce nuage qui l'obscurcit? Depuis quelques jours, je te vois un air sombre et chagrin. Le fou. Tu valais quelque chose lorsque tu pouvais ne pas t'inquiéter de son humeur chagrine. Mais aujourd'hui te voilà, un zéro sans valeur. Je ne suis plus que toi maintenant. Je suis un fou. Et toi, tu n'es rien. Je suis plus que toi maintenant. Je suis un fou et toi, tu n'es rien. Allons, je vais contenir ma langue, à Gonorrhea. Je lis cet ordre sur l'air de votre visage sans que vous ayez besoin de parler. Il chante. Qui, dégoûté par l'abondance, ne sait pas garder une gerbe pour la faim, ne tardera pas à mendier un épi de la main du moissonneur. Alière. Tu n'es plus que la bourse sale les espèces. Gonorrhea. Seigneur, ce n'est pas seulement votre foi qui tout est permis, mais d'autres encore de votre suite insolente sont tout à l'heure en dispute et en querelle. Ils s'abandonnent à d'indécentes orgies qu'il n'est pas possible de tolérer. Je m'étais flattée de voir réprimer ces excès aussitôt que je vous les aurais fait entendre. Mais je commence à craindre, d'après ce que vous avez tout récemment dit et fait par vous-même, que vous ne protégiez ce désordre et que vous ne le souteniez par votre approbation. Si cela était, ce serait une faute qui ne pourrait pas échapper à la censure, et l'on ne pourrait s'endormir sur les moyens d'y remédier à l'avenir. Peut-être que ces moyens qui seulement, cependant, n'auraient pour but que le rétablissement salutaire du bon ordre, pourraient être pris par vous pour une offense. Ce serait une honte. Mais enfin, la nécessité les commanderait comme un remède plein de prudence et de discrétion. Léa reste quelque temps muet d'étonnement. Well, I don't know what she said. I've no idea what this all meant. But Léa is very surprised. Le fou. Vous savez, oncle, que l'homme réchauffa tant que le serpent dans son sein, que le serpent l'empaya par une piqûre mortelle. Le flambeau de nos beaux jours est éteint et nous en restons dans les ténèbres. Léa à Gonorrhea. Êtes-vous notre fille, Gonorrhea? Mon vœu sincère serait que vous voulussiez user de votre raison, dont je sais que vous êtes abondamment pourvue, et vous défaire de ces bizarres humeurs qui depuis peu changent votre bon caractère au point de vous rendre méconnaissable. Le fou. L'homme le plus stupide s'est distingué quand c'est la fille qui gouverne le père. Il redonne un vieux refrain. Léard dans l'étonnement du langage de sa fille. Quelqu'un me reconnaît-il ici? Ce n'est point là, Léard. Est-ce bien lui qui parle? Il marche. Est-ce bien Léard qui marche? Ses yeux sont-ils ouverts? Il faut que son intelligence soit affaiblie, que sa raison soit plongée dans une léthargie. Moi, éveillé, cela ne peut être. Qui peut me dire ce que je suis? Le fou. L'ombre de Léard. Léard. Je voudrais approfondir à en juger, par les lumières de la raison et de la réflexion. Je pourrais m'être faussement persuadé que j'eusse des filles. Votre nom, belle princesse? Gonorrhea. Cet étonnement, Seigneur, que vous affectez ressemble bien à vos autres bizarreries, si nouvelles pour moi. Je vous conjure, interprétez en bonne part mes vues et mes représentations. Vous êtes vieux et dans un âge vénérable. Vous devriez être sage. Vous gardez ici une troupe de chevaliers et d'écuyers. Jusqu'à ça, tous gens si dépravés, si débauchés, si licencieux, que notre cour, souillée par leurs mœurs impures, semble une hôtellerie malfamée. À voir le désordre et la débaucherie, la débauche qui y règne, on la prendrait pour une infâme taverne, pour un lieu de prostitution, plutôt que pour un palais auguste et respectable. La pudeur, la démence, demandent une prompte réforme.
Laissez-moi donc persuader par votre fille, autrement. Laissez-vous donc persuader par votre fille. Autrement, elle prendra elle-même la liberté de commander ce qu'elle désire. Souffrez qu'on diminue votre suite de 50 écuyers et que le reste que vous continuerez de garder à votre service soit des gens qui conviennent à votre âge et qui sachent se connaître et vous respecter. Léar. Enfer et chaos, qu'on prépare mes chevaux. Appelez ma suite. Fille dégénérée, non, jamais je ne fus ton père. Va, je te ne causerai pas d'embarras. Il ne me reste encore une fille. Qu'une fille, Gonorrhea. Vous frappez mes gens, et votre soldate, que effrénée, veut se faire servir par des hommes qui valent mieux qu'elle. Votre soldatesque. I don't know what soldatesque is. Must be your daughter. Now, King Lear has bagged off all he's repudiated his daughter, saying she's not his daughter anymore. He's all angry now, and he's going off, we guess, to the Duke of Albany, maybe? Because that was Cornwall, wasn't it? I don't know. Which is in Albany? I can't remember now. Which palace were they in? There's so many palaces everywhere, isn't it? Lose the plot of all the palaces there are about the place. So many palaces. Devant le palais de... Oh no, that's Albany. So next I will be going to Cornwall. So we are still in Albany there. Les mêmes, le duc d'Albany, Léar. Oh, malheur à l'homme qui se reprend trop tard. Oh, duc d'Albany. Ah, vous voilà, vous-même. Est-ce par vos ordres? Répondez, quand prépare mes chevaux? Ô ingratitude, furie au cœur de marbre, plus hideuse 1000 fois, quand tu te montres dans nos enfants que les plus affreux monstres de l'océan. Le duc d'Albany. De grâce, Seigneur, modérez-vous. Léar à Gonorrhea. Exécrable vautour, tu mens. Ma suite est composée d'hommes choisis qui sont doués des plus rares qualités. Ils connaissent tous les devoirs de la décence, les bienséances, et dans toute leur conduite, la noblesse et l'honneur sont scrupuleusement respectés. Ô faute, si légère de Cordélia, comment me parus-tu donc? Assez difforme pour ébranler soudain, comme un levier puissant pour agiter tout mon être et le jeter du sein de la paix dans le trouble le plus violent, pour épuiser de mon cœur toute la tendresse d'un père et le remplir du fiel de la haine. Ô Léar, 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 frappe cette porte qui a laissé échapper la raison et entrer la folie à ces gens. Partons. Le duc d'Albany. Seigneur, je suis innocent. Je ne suis point instruit du sujet qui vous a mis en colère. Léar. Cela peut être, Seigneur. Entends-moi, ô nature, chère divinité, exauce le vœu d'un père. Suspends tes desseins si tu te proposais de rendre cette créature féconde. Porte dans ses flancs la stérilité, dessèche en elle les sources de la vie et que jamais de son sein dénaturé ne sorte un jeune enfant qui l'honore du nom de mère. Ou s'il faut qu'elle produise, forme son enfant avec l'humeur noire, fait-le naître contrefait et pervers pour être le supplice de sa mère, qu'il imprime sur son jeune front les rides prématurées de l'âge, qu'il fasse couler sans cesse ses larmes sur ses joues flétries et creusées par leurs traces brûlantes, qu'il insulte à toutes les peines de sa mère, qu'il paye tous ses bienfaits du mépris, afin qu'elle puisse sentir combien la dent envenimée du serpent est moins cruelle, moins déchirante que la douleur d'avoir un enfant ingrat. Allons, partons. Il va pour sortir. Le duc d'Albany. Mais au nom des dieux que nous adorons, d'où vient donc ce courroux? Gonorrhea. Ne vous tourmentez pas pour le savoir, et laissez à son humeur le chat libre.
qu'elle suive le cours que lui donne la démence. Qui lui donne la démence? Léa revenant sur ses pas. Comment 50 de mes chevaliers supprimés à la fois en moins de 15 jours? Le duc d'Albanie. Mais quel est le sujet, seigneur? Léa. Je vous le dirai, mort et vie. Je rougis de moi, à Gonorrhea. Que tu aies encore la puissance d'émouvoir à ce point mon âme. Il verse des larmes. Et de faire couler ces larmes brûlantes qui m'échappent malgré moi. Que la peste et tous les fléaux fondent sur toi. Que les traits incurables de la malédiction d'un père te pénètrent et te déchirent tout entière. Oh, mes yeux mots, trop insensés, trop tendres, je vous arrache, s'il faut qu'il vous échappe encore quelques pleurs pour pareil objet, montrant Gonorrhea. Ah, les choses en sont-elles à ce point? Eh bien, soit. Il me reste encore une fille qui, j'en suis sûre, est tendre et compatissante. Quand elle viendra savoir ce procédé de ta part, elle fondra sur ton affreux visage et te déchirera de ses propres mains. Va, compte bien que tu me verras reprendre encore ma grandeur, et que tu t'imagines que j'ai perdu pour jamais. Léar sort avec sa suite. Scène 16. Les autres personnages qui sont demeurés. So we've got Léar there, who's done a little scenette to show how upset he is about everybody in the room, about his daughter Gonorrhea, who's now made herself indesirable to his eyes, by telling him the truth about him going a bit senile, or a bit strange. Gonorrhea au duc d'Albanie. L'avez-vous donc entendu? Le duc d'Albanie. Malgré tout l'amour que j'ai pour vous, Gonorrhea, je ne puis être assez partial. Gonorrhea. De grâce, soyez tranquille. Oh là, Oswald, au fou. Toi, l'ami, plus scélérat que fou. Allons, suis ton maître. Le fou. Noncle Léard, attends-moi et amène ton fou avec toi. Une pareille fille irait bientôt au supplice. Qu'elle mérite. Si de mon bonnet je pouvais lui acheter un échafaud. Allons, sors de ces lieux, et je suis ton pauvre maître. Il sort. Gonorrhea d'un ton d'ironie. Oui, cet homme est en effet bien sensé, c'est un chevalier. Oui, vraiment, il est fort prudent, fort sage de lui laisser garder son chevalier. Oui, afin qu'à la première chimère qui lui passera par la tête pour un mot, une fantaisie au goût léger sujet de plainte, au plus léger sujet de plainte ou de dégoût, il puisse soutenir les extravagants écarts de sa démence avec cette troupe redoutable et tenir nos vies à sa merci. Elle appelle. Oswald, où est-il donc? Le duc d'Albanie. Vous pourriez pousser trop loin vos craintes. Gonorrhea. L'excès de la crainte est plus sûr que l'excès de la sécurité. Permettez que je prévienne les violences que je crains, au lieu de craindre sottement jusqu'au moment où j'en serai la victime. Je connais son cœur. Tout ce qu'il a déclaré là, je l'ai mandé à ma sœur. Si elle veut le supporter avec ses 100 chevaliers auprès que je lui en ai montré tous les inconvénients. L'intendant Oswald paraît. Eh bien, Oswald, avez-vous écrit cette lettre que je vous avais commandée pour ma sœur? Oui, madame, dit Oswald. Gonorrhea. Prenez avec vous une escorte et montez promptement à cheval. Allez instruire ma sœur de mes craintes particulières et ajoutez-y de vous-même les raisons que vous jugerez convenables pour appuyer ma lettre. Allez, partez et pressez votre retour. L'intendant sort. Au duc d'Albanie. Non, non, seigneur, cette excessive douceur, ce caractère pacifique qui vous sont naturels, je ne vous les blâme pas, mais souffrez que je vous le dise, un défaut de prudence prépare souvent bien plus d'embarras qu'une douceur funeste ne s'attire d'éloges. Le duc d'Albanie. Jusqu'où s'étend la portée de votre vue, c'est ce que j'ignore. En nous agitant pour trouver le mieux, nous gâtons souvent le bien. Gonorrhea. Non, non, le duc d'Albanie. Allons, soit, à l'événement. Ils sortent. Scène 8, 7, une vaste cour devant le palais du duc d'Albanie. Léa rentre avec le comte de Kent, ses chevaliers sont fous. Oh, Léa has come back to the palace of Albania. I thought he just left. Léa au comte de Kent.
Prends les devants et porte à Gloucester cette lettre. Ne dis rien à ma fille de ce qu'il s'est passé ici sous tes yeux, et ne réponds qu'aux demandes qu'elle te fera d'après ma lettre. Si tu ne fais pas la plus grande diligence, j'y arriverai avant toi. Le comte de Kent. Je ne dormirai point, Seigneur, que je n'ai remis votre lettre. Il sort, le fou. Si le cerveau d'un homme était dans ses talons, ne serait-il pas en danger d'avoir des engelures? If the brain of a man was in his heels, wouldn't he be in danger to have chilblains? Léa. Oui, mon enfant. Le fou. En ce cas, je t'en prie, console-toi, ton esprit ne manquera pas de chaussures. Léa riant. Ha 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 ha. Le fou. Tu verras que ton autre fille t'accueillera avec bonté, car, quoiqu'elle ressemble autant à celle-ci qu'une pomme sauvage ressemble à une pomme cultivée, cependant je ne puis te dire ce que je puis dire. Léa. Eh, que peux-tu dire, mon enfant? Le fou. Elle aura le même goût que celle-ci, autant qu'une pomme ressemble à une pomme. Pourrais-tu dire pourquoi le nez est placé au milieu du visage? Léa. Non, le fou. Bon, c'est afin d'avoir un œil de chaque côté du nez, afin qu'un homme puisse juger par les yeux ce dont il ne peut juger par l'odorat. So he's saying, the madman says, why is the nose placed in the middle of the face? He asks to Léa, and Léa doesn't know, and the fool says, it's to have an eye of every side of the nose, so that one man could judge by his eyes which he cannot judge by the smell. It's a bit... Well, we read the rest. Léa, songeant à Cordelia. Léa is thinking about his lost daughter. The one that he told was not his daughter anymore. Ooh, I'm getting very sweaty gloves. Can you see they're a bit sticky? I didn't put any powder on them. Alors, thinking about Cordelia. Je lui ai fait injure. Le fou. Peux-tu me dire comment une huître forme son écaille? He's asking how does an oyster make its shell, Léa. Non. Le fou. Ni moi non plus, mais je te dirai pourquoi un limaçon traîne sa maison. He says, I don't know either, but I will tell you why a sluggy thing drags his house with him. Léa. Pourquoi, mon enfant? Le fou. C'est pour y cacher sa tête et ne pas l'abandonner à la merci de ses filles et rester sans asile. So he says, is to hide his head and not to have its head abandoned at the mercy of his daughters and remain with no asile. Léa. Je veux oublier ma bonté naturelle. Un père si tendre, mes chevaux sont-ils prêts? Le fou. Tes ânes sont après. La raison pourquoi les 7 étoiles ne sont jamais plus que 7 de 7? Léa. C'est parce qu'elles ne sont pas 8. Le fou. Ah, merveille! Oh, tu ferais un excellent fou! Léa. Me les reprendre malgré moi? Oh, monstre d'ingratitude! Le fou. Si tu étais mon fou, mon non-oncle, je ne t'aurais déjà châtié pour avoir été vieux avant le temps. Que dis-tu, Léa? Que dis-tu là? Le fou. Tu n'aurais jamais dû être vieux avant d'être sage. Le fou says, you should never have been old before you were wise. Léa. Ô ciel bienfaisant, ne souffre pas que je devienne insensé. Conserve mes sens dans le calme. Je ne voudrais pas devenir insensé. Un de ces chevaliers entre. Eh bien, mes chevaux sont-ils prêts? Le chevalier. Tout prêt, Seigneur. Léa au fou. Suis-moi, mon enfant.
Fin du premier acte. I've read the full first act. So, I want to know what happens at the end. There's the end, Edgar. Oh, I don't know. Let's read the last scene. Oh, I think some tragedy has happened there. Oh. Oh, yes, tragedy. Look. So we've got scene 11. Les mêmes, le gentilhomme, un poignard sanglant à la main. He's got a dagger with blood on it. Au secours, Edgar. Edgar is a nice one. Et de qui? Le duc d'Albanie. Ami, parle. Edgar. Que veut dire ce poignard sanglant? Le gentilhomme. Il est chaud encore, il est fumant, il sort du cœur. Ah, elle est morte. Le duc d'Albanie. Qui est morte? Parle. Le gentilhomme. Votre épouse, seigneur. Votre épouse et Regan, Rogan, sa sœur, vient aussi d'expirer, empoisonnée par elle. Cet aveu, je l'ai entendu de la propre bouche de Gonorrhea. Ah, so the daughters have killed each other then. Le gentilhomme, Edmond. J'étais engagé à l'une et à l'autre. Maintenant, nous voilà mariés tous trois. Edgar. J'aperçois le comte de Kent. Le duc d'Albanie. Qu'on apporte leurs corps, vivants ou morts. On apporte les corps de Gonorrhea et Rogan. Ce jugement du ciel nous épouvante, mais sans nous inspirer aucun sentiment de pitié. Voyez le comte de Kent. Oh, est-ce ça lui? Au comte de Kent. Les circonstances ne permettent pas les formalités d'usage. Au comte de Kent. Seigneur, je viens faire mes derniers adieux à mon roi. N'est-il point ici? Le duc d'Albanie. Oh, le plus important a été oublié de nous. Parle, Edmond. Où est le roi? Où est Cordelia? Au comte de Kent. Vois-tu ce spectacle, comte? Il lui montre Rogan et Gonorrhea. Le comte de Kent. Hélas, et la cause, Edmond. Eh bien, c'est qu'Edmond était aimé. L'une a empoisonné l'autre par amour pour moi et s'est poignardée après. Le duc d'Albanie. C'est la vérité, couvrez leur visage. Edmond. Je regrette la vie, en dépit de ma propre nature, je veux faire le bien une fois, envoyer promptement. Ne perdez pas un instant, envoyez au château un billet écrit par moi va causer la mort de Léar et de Cordelia. Pressez les moments, le duc d'Albanie. Courez, hâtez-vous. Edgar. Et à qui s'adresser? Qui as-tu chargé de la commission? Envoie-lui donc quelques signes que l'ordre est révoqué. Edmond. Bien pensé, au messager. Prends mon épée, remets-la au capitaine. Edgar au messager. Sur ta vie, hâte-toi. Edmond. Il est chargé par ton épouse et par moi d'étrangler Cordelia de la prison, d'accuser de sa mort son propre désespoir. Le duc d'Albanie. Que les dieux la sauvent, transportez-le. On emporte Edmond expirant. So Edmond is dying. The manipulating, illegitimate son. Et même Léar tenant Cordelia morte dans ses bras et poussant des cris. Léar. Hélas, 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 vos cœurs sont-ils de marbre et vos yeux de fer? Si j'avais vos voix, je briserais de mes cris la voûte du firmament. Je l'ai perdu pour jamais. Oh, je sais distinguer si un homme est vivant ou s'il est mort. Elle est insensible comme la terre. Donnez-moi un miroir. Ah, si son haleine en ternit la surface, elle vit encore. Le comte de Kent. Était-ce là l'issue promise à notre espoir? Léar passa une plume près des lèvres de Cordelia. Cette plume s'agite. Ah, elle vit. Oh, si elle vit, ce bonheur expie tous les chagrins que j'ai jamais sentis. Le comte de Kent à genoux. Oh, mon bon maître, Léar.
Éloigne-toi, je te prie. Edgar, c'est le noble Kent, votre ami. Léar, malédiction sur vous, vous êtes tous des traîtres, des assassins. Je l'aurais pu sauver, maintenant elle est perdue pour moi, pour jamais. Cordelia, Cordelia, attends un moment. Ah, que dis-tu? Sa voix était si douce, si gracieuse, si modeste, toutes les qualités d'une femme accomplie. Elle les possédait. J'ai tué l'esclave qui t'a ôté la vie. Cela est vrai, il l'a dit le gentilhomme. Léar, n'est-ce pas, ami, j'ai vu le jour où je les aurais fait tomber tous sous ma bonne épée. Je suis vieux à présent, et tous ces malheurs achèvent de m'accabler, comte de Kent. Qui êtes-vous? Mes yeux ne sont pas des meilleurs, je vous le dis franchement. Le comte de Kent. Si la fortune se vante d'avoir épuisé ses faveurs et sa haine sur deux hommes, vous en avez ici un sous les yeux. Léar, n'êtes-vous pas le comte de Kent? Comte de Kent. Oui, Seigneur, votre fidèle Kent. Où est votre serviteur Caius? Léar. Oh, c'était un digne enfant, je peux vous l'assurer. Il savait défendre son maître et frapper un coup bien preste. Oui, il est mort et en poussière sous la terre. Comte de Kent. Non, mon bon maître, c'était moi-même. Léar. Je vais m'en assurer tout à l'heure. Comte de Kent. C'est moi qui, depuis le consentement de vos malheurs, ai suivi vos tristes pas. Léar. Soyez donc le bienvenu. Bon, on en a marre là. Léa, oh mon pauvre serviteur, plus de bagatelles. Oh, le fou est mort aussi. Et Léar succombe d'aliénation, de douleur et d'épuisement sur le corps de sa fille Edgar. Il s'évanouit. Comte de Kent, brise-toi, ô mon cœur, je t'en conjure, finis ma vie. Edgar à Léar, Seigneur, ouvrez les yeux. Le comte de Kent, ne troublez pas son nombre, laissez-le mourir en paix, c'est le haïr que de vouloir le tenir plus longtemps sur la roue cruelle de la vie. Edgar, en effet, il s'est éteint. Le comte de Kent, je m'étonne qu'il ait pu souffrir si longtemps. Il ne faisait plus qu'usurper la vie. Chaque jour qu'il vivait encore, il le volait. Oh. Et le duc d'Albanie finit. Il faut céder malgré nous à la nécessité de ces temps désastreux. Et penchons les sentiments de notre cœur sans nous permettre ni murmure ni réflexion amère. Le plus vieux de nous était celui qui a le plus souffert. Nous qui sommes jeunes, nous ne verrons jamais tant de mots ni tant de jours. Ils sortent au son d'une musique funèbre. Alors maintenant, on va jouer une musique funèbre pour finir. Le roi Léar. Oh.
Honoria, Rogue-Anne et le fou, ils sont tous morts. Shakespeare les a tués, 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 sur la scène de la vie, la scène de la vie, sur la scène de la vie, la scène, le drame humain, le drame humain. Oh Dieu, Shakespeare, toi le Dieu, pourquoi les as-tu tous tués? Il ne reste plus que le comte de Kent, les époux qui ont perdu leur femme, empoisonnés par Edmond. Oh. Shakespeare, pourquoi tu les as tués? Tu les as tués. Tu aurais pu les sauver. Au moins Cordelia, une âme noble et pure, Cordelia. Pourquoi tu les as tués, Cordelia? Cordelia. King Lear, Cordelia.